Radio Flamme. Bonjour Stéphane Roux. Bonjour Brigitte. Merci de m'accorder cette interview pour Radio Flamme. Était-ce un rêve d'enfant de monter sur scène et de faire du cinéma? Alors écoutez, je vais vous décevoir, pas du tout. Certes, j'ai eu l'occasion de jouer assez jeune, puisque j'étais dans une école catholique pilote, l'école Saint-Roch, pour ne pas la nommer, dans le 1er arrondissement à Paris, et qu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu la chance de jouer Saint-Louis. Je me souviens d'avoir pris ce rôle très au sérieux à l'époque et j'avais adoré cette expérience. On va dire que la petite graine était plantée à 9 ans. Et ensuite, à 10 ans, j'ai joué un extrait de l'Avare pour la remise des prix en fin d'année. Et là, j'avais changé d'école. J'étais passé à l'école communale. J'étais assez éclaté. Et après, une expérience assez calamiteuse de figuration dans une opérette montée par ma prof de musique au collège Henri IV, où j'étais ensuite. Et après, plus rien, et c'est revenu dans ma vie, dans ma vingtaine, puisque j'ai commencé à faire des sketchs dans les anniversaires, les mariages, les fêtes, pour faire plaisir aux copains et puis pour m'amuser. Et la chance que j'ai eue, ça part d'un échec, un semi-échec, puisque après avoir fait tout ça, je me suis retrouvé à étudier le droit. J'ai fait une licence de droit, une licence de journalisme. Ma première vocation, vers 22 ans, c'était... Et avec mes 2 licences, je suis rentré à Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas décroché tout de suite le diplôme. Il a fallu que je redouble la 3e année. À l'époque, c'était en 3 ans. Et grâce à ça, comme j'avais du temps de libre dans mon emploi du temps et que j'avais fait une demi-heure de sketch pour le mariage du grand frère d'un de mes copains de Sciences Po, suite à quoi un ami de la bande était venu me voir après pour me conseiller d'aller m'inscrire dans un cours de théâtre professionnel, chose que je n'avais absolument jamais envisagée. Et là, j'ai 24 ans quand je vous parle de ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, puisque tu bosses déjà en presse écrite. J'étais pigiste à Paris Match l'été pendant mes études et ensuite j'ai fait plein d'organes de presse différents. Et je m'étais dit ce jour-là, why not, si un jour tu bascules dans l'audiovisuel et que tu veux travailler à la radio ou à la télévision, ça te servira d'avoir fait un peu de théâtre. Et j'ai donc contacté le seul comédien professionnel que je connaissais à l'époque pour lui demander s'il avait un cours à me conseiller. Il m'a dit, mais je donne des cours dans mon ancien cours où j'ai préparé l'entrée au Conservatoire national. Et je me suis pointé rue Vavin au cours Raymond Girard, qui était le 2e plus ancien cours de Paris. Et au bout d'un quart d'heure, j'avais une révélation, vraiment, un coup de foudre, comme Paul Claudel derrière son pilier à Notre-Dame. Je me suis pas dit tout de suite que j'allais en faire ma vie, mon métier, mais j'avais clairement la nécessité d'apprendre l'art théâtral. Voilà, ça m'a apparu une évidence. Et ce qui est très joli, c'est que quand j'ai passé l'audition à la fin de ces 3 heures de cours, donc où j'ai assisté à l'enseignement du prof principal, ensuite les élèves sont partis et le prof me dit alors, ça t'a plu? Je dis ah ouais, j'adore. Et donc je suis monté sur scène pour passer une audition. Je leur ai passé un des sketchs que je faisais à l'époque, qui n'était pas de moi, qui était un texte de Bernard Haller, magnifique humoriste, comédien, auteur suisse. Et je leur ai fait ce sketch qui est un sermon magnifique, 12 minutes quasiment. Et à la fin de mon numéro, j'ai bien senti qu'ils riaient parfois au texte et puis parfois, me semblait-il, à mes facéties, à ma façon de le dire, de l'interpréter. Et à la fin de ma première audition de cette vie, le directeur m'annonce, il me dit ça avec sa voix de personnage des années 50, c'était extraordinaire. Stéphane Roux, eu égard aux qualités dont tu viens de faire preuve, j'ai le plaisir de t'admettre directement en 2e année du cours Raymond Girard. Ça démarre bien, oui. Ça démarrait bien, oui. Et alors, la deuxième chose très très jolie, c'est que le copain qui m'avait mis sur cette voie, qui m'a insufflé cette piste, il s'appelait Pierre Le Borgne, et avec son œil unique, m'a permis de poser la pierre fondatrice de ma carrière. Grâce à lui, j'ai trouvé mon chemin. Et je trouve que c'est très important dans la vie, quel que soit notre métier, quel que soit ce qu'on vit, d'être attentif aux signes que la vie nous envoie. Si vous deviez retenir 2 films ou 2 choses très importantes pour vous professionnellement, ça serait quoi? Eh bien, je dirais que... Alors, j'ai quand même fait plus de théâtre, si on regarde à la loupe mon CV de films. Et moi, je fais pas mal de télévision aussi, mais je dirais que mon 2e long métrage, qui est Africa Paradis, réalisé par
Sylvestre Amoussou, qui à l'époque était un jeune réalisateur béninois qui vivait en France depuis très longtemps. Et Sylvestre m'a fait la confiance incroyable de me confier ce rôle. Ce film est un film, alors je ne sais pas si c'est un film d'anticipation, si c'est une utopie. D'aucuns diraient peut-être une dystopie, parce que ça se passe dans un monde futur en 2037 et l'Europe est complètement tiers-mondisée suite à un certain nombre de crises économiques, voilà, de pandémies. Enfin, il y a plus de. C'est quand même assez étonnant vu ce qu'on vit en ce moment, parce que dans le film, il n'y a plus d'essence dans les pompes à essence, les pompistes vendent des petits gâteaux. C'est visionnaire. Voilà, et ce film a été tourné en 2002-2003 quand même. Et ça faisait 8 ans qu'il en avait eu l'idée. L'Europe va vraiment pas bien. Moi, je joue le rôle d'un ingénieur informatique qui n'a plus de boulot, qui survit grâce à des petits boulots de maintenance à droite et à gauche dans des entreprises. Et ma fiancée dans le film est institutrice. Elle n'a plus de boulot. Elle s'en sort en donnant des cours particuliers. C'est-à-dire même les profs, même les fonctionnaires n'ont plus la garantie de l'emploi. Dans ce monde-là, donc l'Europe va vraiment pas bien, le monde occidental. Et à l'inverse, la deuxième partie du postulat de départ, c'est que l'Afrique a réussi son union politique et économique. Et donc vous avez les États-Unis d'Afrique qui existent. Donc ça pose des questions extraordinaires, quoi. Rien que les rapports d'immigration, les rapports les rapports économiques, quoi, voilà, entre le Nord et le Sud. C'est assez incroyable. Et donc, l'autre projet qui a été très important pour moi, c'est ma première création théâtrale digne de ce nom, avec laquelle j'ai tourné pendant 9 ans, qui est le spectacle Perrault sa cartoon, où j'ai eu l'intuition, après avoir joué d'ailleurs le rôle de Charles Perrault dans le téléfilm de Thierry Benisti, Versailles, le rêve d'un roi, ce qui m'avait donné l'occasion de me penser sur le personnage et de découvrir qui il était. À l'été 2017, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je monte un spectacle autour des contes de Charles Perrault, raconté à la manière des dessins animés. Et donc, dans ce spectacle, je raconte et j'adapte 5 contes à la manière de 5 dessins animés différents, à savoir le Chat botté à la manière de Shrek, le Petit Poucet à la manière de Kirikou, les Fées en théâtre d'ombre, Barbe Bleue à la manière du manga, le dessin animé japonais, et le Petit Chaperon Rouge, évidemment, en Tex Avery. Et je faisais donc 30 personnages, ça se passe dans le salon de Charles Perrault, qui répète son spectacle. J'ai un musicien avec moi qui fait tout l'habillage musical et les bruitages en direct, et on répète le spectacle qu'on a bon espoir de pouvoir présenter au roi et de jouer un jour devant la cour à Versailles, et évidemment de remporter un Molière. Et c'est un spectacle que j'ai imaginé, en fait, j'ai un peu tout, j'ai fait les adaptations des textes, j'ai imaginé le décor, mes costumes que j'ai fait réaliser. Et j'ai co-mis en scène avec mon ami Tristan Petit-Gérard, qui est un ami de très longue date. C'est un de mes bébés. Je suppose que vous avez utilisé vos talents en termes de voix pour animer ces personnages que vous avez interprétés sur scène. Complètement. Là, j'ai fait un vrai travail presque d'archiviste, c'est-à-dire que je m'étais procuré les DVD de ces dessins animés que j'avais déjà vus pour la plupart au cinéma ou à la télévision, et j'ai vraiment travaillé les voix, le placement de chaque voix dans le Chat botté. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été une évidence pour moi de trouver le parallèle avec Shrek, puisque l'introduction du Chat botté, c'est il était une fois un meunier qui, en mourant, ne laissa pour tout bien à ses 3 fils qu'un moulin, un âne et un chat. Donc l'âne, c'est l'âne de Shrek, c'est l'idée, mec. Hé, mec, t'es là, t'es encore là, je t'avais dit de dégager. La voix de l'extraordinaire Med Hondo, qui est décédé, hélas, qui doublait entre autres Eddie Murphy, puisque la version américaine était doublée par Eddie Murphy, la voix de l'âne. Et puis le chat, c'est Poté, c'est le chat qui parle comme ça avec l'accent très espagnol ou peut-être même mexicain, probablement. Et très très calme, mais beaucoup plus dans les graves que les chats qui est dans les égouts. Et c'est Antonio Banderas qui le double dans la version américaine, et mon ami Boris Rélinger qui le double dans la version française. Voilà, donc je me suis vraiment attelé à d'être au plus près, le plus proche de toutes les voix, pour que et les enfants et les adultes qui viendraient voir mon spectacle s'y reconnaissent. Quand vous fredonnez un air que tout le monde connaît, les gens, ça va leur faire plaisir. Et donc oui, évidemment, j'ai fait un gros travail de voix, de construction vocale,
de placement de voix. Quand on parle du placement de voix, c'est où est-ce qu'on situe le point d'émission de la voix. Vous pouvez décider que votre voix, elle est dans le masque. Par exemple, quand je parle avec le nez, évidemment, je mets ma voix devant, comme ça. Si je prends un accent québécois comme ça, l'accent québécois, je vais le placer dans le haut du palais. Vous voyez, c'est pas complètement simple. C'est un peu nasal, mais Vous êtes intervenu pour doubler en anglais le dessin animé de Ratatouille. Pixar, Ouais. Ratatouille. Et puis, vous avez aussi à votre actif d'autres voix célèbres que vous avez, enfin, plus exactement, vous avez prêté votre voix à des personnages récurrents de séries qu'on a pu voir. Voulez-vous nous en parler? Parce que c'est vraiment incroyable tout ça. Une amie comédienne et directrice artistique, Hélène Vanura, m'appelle pour me dire, écoute, comment tu vas? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai pensé à toi. Il y a un changement d'acteur sur un des rôles de Amour, gloire et beauté, le sitcom américain, qu'elle co-dirigeait, donc le directeur artistique, et elle me dit, là, le nouvel acteur qui arrive, qui va remplacer donc l'ancien, il me fait penser à toi, je trouve que vocalement ça pourrait bien coller, est-ce que ça te dit de venir passer des essais? Et c'est un cadeau extraordinaire, extraordinaire. Et donc je viens passer les essais, alors c'est pas elle qui me les fait passer, c'est l'autre directeur artistique, Régis Reuillac, et qui me dit, tu sais, si tu es pris sur ce rôle, je crois qu'on était 4 ou 5 à passer des essais, il me dit, attends-toi à bosser beaucoup, peut-être même toutes les semaines, les lundis et mardis, on enregistre cette série-là, et peut-être pendant des années, voilà, parce que les rôles principaux, ils sont là depuis le début, et ça fait déjà 20 ans plus de 20 ans que ça dure, quoi. Et 48 heures après, j'ai été validé par la chaîne France 2. J'ai été comme un fou, quoi. Et effectivement, j'ai doublé cet acteur pendant 10 ans. Alors à un moment donné, j'ai eu un petit peu peur parce que celui sur lequel j'étais arrivé dans la série, moi, Kyle Lauder, il avait une belle gueule, il chantait bien, etc. Mais c'était pas un formidable acteur. Et donc, je pense qu'il a dû le sentir, parce qu'au bout d'un moment, il y avait moins d'intrigues qui tournaient autour de lui. Je pense qu'il n'inspirait pas tellement les scénaristes américain. Et donc, il a démissionné, enfin, il a quitté la série. Et l'ancien comédien qui jouait le rôle de Rick Forrester, qui s'appelle Jacob Young, est revenu. Entre-temps, il était allé faire un tour sur une autre sitcom qui est Les Feux de l'amour. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je perds le rôle? Est-ce que je garde le rôle? Est-ce que je repasse des essais? J'ai modifié ma voix un petit peu, parce qu'il n'avait pas tout à fait le même placement de voix que l'autre comédien. Il avait une voix un peu plus nasale, donc je l'ai joué un peu plus nasal en français. Comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est passé crème, comme une lettre à la poste. Et alors, il y a eu un très bel épisode, je crois que c'était pour les 4 millième épisode. Donc, c'était un épisode spécial où les acteurs d'Amour, gloire et beauté américains mettaient en avant tout ce qui faisait la force de la série. Et notamment, il y avait un chapitre sur le doublage. Et il disait donc la chance qu'on a, c'est d'être diffusé dans le monde entier. Et la voix française qu'ils avaient choisie, c'était la mienne. Et donc on passe un extrait en français avec ma voix. Et Jacob Young, juste derrière, qui dit, en anglais, il explique, quand j'ai entendu ma voix française, je me suis dit, oh my God, comme j'aimerais avoir une voix aussi suave. Lui, c'est un très, très, très beau gosse. Hein. Ça pourrait être le petit frère de Brad Pitt, quand même. Hein. Il est magnifique. Bon, très bodybuildé, comme souvent les acteurs américains. Et Ratatouille, alors, la gastronomie à Paris, Ratatouille, Ouais, c'est une belle histoire aussi, ça. c'est une très belle histoire. Ouais. J'ai eu la chance de participer à l'équipe de mercenaires qui avait été formée par la directrice artistique Barbara Tiffier. Et l'idée, c'était qu'on ferait pendant 2 jours les ambiances en français et en anglais. Donc les ambiances, c'est les groupes de personnes qu'on entend parler au loin, et parfois quand on les croise dans la rue, dans un magasin, dans un restaurant, on entend un mot, quelques mots, comme ça, des bribes. Bon. Mais les ambiances, c'est très très important. C'est ce qui va faire toute la profondeur de l'image en animation, et enfin, pas que, même dans n'importe quelle série, film, téléfilm. Et donc, l'idée du superviseur de Disney et Pixar en France, c'était de dire aux Américains, puisque le film se passe à Paris, venez faire les ambiances à Paris. Je vous trouve des comédiens français suffisamment à l'aise pour être capables d'improviser en anglais. Et donc, on fait ça pendant 2 jours, on se régale, on s'amuse beaucoup.
Et on est dirigé non pas par le réalisateur Brad Bird qui continue à travailler sur les images en Amérique, mais par le producteur du film, Brad Lewis. Et vraiment bosser avec les Américains, enfin, c'est formidable parce qu'ils sont ultra encourageants, ils ont une énergie super positive, ils sont tout le temps en train de vous faire sentir ou croire que vous êtes le meilleur acteur au monde. Et c'est très malin parce que grâce à ça, on donne le meilleur de soi-même. Voilà. En France, il y a des réalisateurs, des metteurs en scène qui vont vous casser en se disant ah ben si je le casse, il va donner le meilleur. Ben non, un acteur c'est d'abord une patte qui a besoin d'être mise en confiance pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et pour pouvoir livrer des choses intimes. On s'amuse beaucoup pendant 2 jours, on improvise en anglais, on improvise les mêmes scènes ensuite en français, pour qu'ensuite les ingénieurs du son de Pixar puissent doser le plus ou moins d'anglais, plus ou moins de français selon les scènes et selon la destination dans le monde du film. Et puis le deuxième soir, en fait, je me retrouve invité par l'assistante du producteur à rester un peu plus longtemps avec un autre comédien, Patrick Béthune, qui lui aussi nous a quittés, hélas, qui était une voix extraordinaire, qui doublait Kiefer Sutherland et Russell Crowe à l'époque. Et ils nous essayent tous les deux sur donc, la voix du narrateur, qui est la première voix du film, et qui raconte l'histoire du chef Auguste Gusteau. Et c'était assez extraordinaire, parce qu'il y avait une quinzaine de phrases donc, à enregistrer, et on est dirigé, enfin Patrick passe en premier, puis après il s'en va, et moi je reste seul avec Brad Lewis. Et il me dirige comme un chef d'orchestre dirigerait un soliste dans un opéra, vous voyez, avec vraiment l'intonation, la rythmique, l'accent tonique et tout. Et bon, comme moi j'adore les langues et que j'ai l'oreille musicale, je lui donne ce qu'il veut entendre. Et je vois bien dans son œil qu'il y a une étincelle qui s'allume de satisfaction. Et il me disait, "That's very good, Stephen. Let's try it another way. Let's try it this way." Et donc, on enregistre tout le texte. Et puis, quelques, je sais plus, 8 ou 15 jours après, le superviseur de Disney Pixar en France m'appelle pour me dire, écoute, de toutes les versions qui ont été enregistrées à Paris, pour le narrateur, c'est ta voix qui intéresse le plus les Américains. Et j'ai refait une session d'enregistrement où j'étais dirigé en conf call par cette fois le réalisateur, Brad Bird, depuis Los Angeles. Et voilà. Et je me souviens toujours de ce texte. Vous voulez que je vous le dise? Ah bah, je veux bien. Alors, ça dit ceci. Donc, c'est vraiment la première voix du film, c'est le sujet en noir et blanc dans la télévision qui parle du chef d'un succès, Auguste Gusteau. Et vous allez comprendre pourquoi il voulait un Français qui parle anglais pour dire ce texte. Although each of the world's countries would like to dispute this fact, we French know the truth. The best food in the world is made in France. The best food in France is made in Paris. And the best food in Paris, some say, is made by Chef Auguste Gusteau. Gusteau's restaurant is the toast of Paris, booked 5 months in advance, and his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious. Gusteau's cookbook, Anyone Can Cook, climbed to the top to the bestseller list, but not everyone celebrates its success. Et c'est pour ça qu'il voulait un Français, pour pouvoir dire France et pas France, Paris et pas Paris, et Auguste Gusteau et pas Auguste Gusteau. Je voudrais juste que vous disiez ce que vous m'avez dit tout à l'heure avant l'interview en parlant de 2 acteurs pour lesquels vous avez assuré le doublage de la voix. Et je pense que vous en étiez très fier et très honoré. Ah oui, oui. J'ai eu la grande chance, le grand privilège de doubler Benedict Cumberbatch dans Imitation Game, un film historique magnifique où il incarne Alan Turing et où donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Turing est engagé par le MI6, les services secrets britanniques, pour casser la machine Enigma, donc le système de cryptage des Allemands pendant la guerre. Le directeur artistique qui dirige ce film en français, c'est Hervé Ray, qui est quelqu'un qui fait du doublage depuis très 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 jeune. Et on se connaît, j'ai déjà travaillé avec lui, mais il n'a pas pensé à moi sur le rôle. C'est une autre directrice artistique que j'aime profondément, Béatrice Delphes, et qui lui a soufflé mon nom sur ce rôle. Et je passe les essais, j'arrive, je vois la scène d'essai, et je lui dis, oula, mais et Benedict Cumberbatch? Et il me dit, oui, oui. Je lui dis, mais il est plus lourd que moi, vocalement. Et Hervé me dit, non, mais c'est pas grave. En fait, le client s'en fiche, c'est Studio Canal pour la France, et c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent vraiment un comédien qui réussisse à reproduire ce jeu très particulier qu'il a dans le film. Et en fait, Alan Turing était homosexuel,
Il était probablement un petit peu autiste, un peu Asperger. Enfin bon, il avait du mal à s'entendre avec ses congénères. Ça allait très très vite dans sa tête. Et en revanche, dès qu'il est en prise avec une émotion, il se met à bégayer. Et ça, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Donc je me lance. Je me dis, ok, bah oublie le fait que ta voix est plus légère, plus haute que la voix de Cumberbatch, qui est plus grave, plus lourde. Et chope surtout son jeu, quoi. Essaye vraiment de jouer ce qu'il joue. Et en fait, donc j'ai été validé par Studio Canal. Et c'est incroyable parce que des années après, donc le film est sorti en 2015. Et des années après encore, des gens m'envoient des messages régulièrement pour me dire: «Oh là là, je viens de découvrir Imitation Game en français, tu as fait un travail incroyable, bravo, c'est magnifique, j'avais pas reconnu ta voix, c'est dingue». Voilà, donc ça, c'est assez génial quand. Enfin, moi, j'aime bien qu'on me dise: «J'avais pas reconnu ta voix, je savais pas que c'était toi». Ça veut dire que j'ai fait vraiment un bon travail je me suis mis au service du personnage. Je trouve ça assez cool de transformer sa voix ou en tout cas que son jeu soit différent, hein, parce que les acteurs américains qui sont ou anglais ou peu allemand ou peu importe, allemand, italien, enfin, ou coréen même, je veux dire, faut pas oublier que en général quand ils sont à l'écran, c'est des super acteurs et qu'ils ont fait un travail formidable sur le tournage. Donc on se doit d'avoir l'humilité d'être au service de ce que eux ont fait et au minimum aussi bien. Et si on peut apporter un petit plus, bah, tant mieux. L'autre acteur que j'ai eu la chance de doubler, qui est un acteur prodigieux, c'est Sir Dirk Bogarde, qui a fait beaucoup de films magnifiques. Un de ses plus grands films, c'est Mort à Venise. Mais là, j'ai eu la chance, moi, pareil, je suis pris sur essai. Et là, cette fois, c'était Béatrice Delph, toujours elle, qui pense à moi. C'est elle qui dirigeait le film. Et c'était pour une soirée spéciale Arte, en hommage à Joseph Losey. Et j'ai doublé The Servant, donc le rôle de Dirk Bogarde, qui joue le serviteur de James Fox, qui est un jeune aristocrate anglais. Voilà, et c'est un film incroyable, magnifique. Déjà, l'image est folle. C'est tourné en noir et blanc avec des plans séquences par moments bouleversants, enfin incroyable. Et Dirk Bogarde, mais quel acteur, quel acteur. Alors, de pouvoir faire un doublage posthume de cet acteur, cet immense acteur, ça a été extraordinaire. Et puis, voilà, Joseph Losey, extraordinaire réalisateur. Donc ça, oui, ils sont dans le top 3 de mon panthéon d'acteurs que j'ai eu la chance de doubler. Je vous ai demandé tout à l'heure un petit scoop pour Radio Flamme. Vous avez une actualité tellement riche en ce moment, c'était presque une évidence de parler d'un film qui va bientôt sortir, dans lequel vous avez l'un des rôles principaux. Mon actualité, elle est double. J'ai effectivement un film, une comédie familiale qui s'intitule Mise au vert, réalisé par Johan Charin et produit par Johan Charin et coproduit par Johan Zweig. Yo-Film, qu'on a tourné dans le Vercors à l'été 2020. Et Mise au vert, c'est l'histoire d'une famille de bobos parisiens dans laquelle ça communique pas super bien. Il y a de l'eau dans le gaz entre les parents et les enfants. Et le père décide de faire la surprise d'emmener sa femme et ses deux ados dans une cabane, littéralement, une cabane de berger, planquée au beau milieu de la forêt du Vercors, sans eau, sans électricité, sans internet. Sauf que quand il débarque là-bas, eh ben, il y a une joyeuse bande de punk à chiens altermondialistes qui squattent la maison, pas méchants, mais très envahissants. Et moi, je joue le rôle du chef de cette joyeuse bande de parasites. Mais j'ai adoré jouer ce personnage pour lequel je me suis vraiment grimé, enfin en tout cas, je me suis transformé physiquement, puisque j'ai vraiment une tête de viking, quoi. J'ai une crête, avec des faux piercings, des faux tatouages. Je suis à moitié à poil, torse nu pendant tout le film, quasiment. Enfin, je me suis bien amusé. Et puis là, récemment, on a appris la super bonne nouvelle qu'un distributeur s'intéressait à ce projet, avait beaucoup aimé le film, et qu'on allait avoir une sortie au printemps prochain, probablement fin avril, début mai, avec, semble-t-il, entre 120 et 150 copies dans toute la France, ce qui est beaucoup. Lundi 7, je suis à Liège, en Belgique, parce que le film est en sélection pour le Festival du film de comédie de Liège, en Belgique. Donc ça, c'est aussi une autre belle actualité. Je pensais que peut-être mon personnage dans Plus belle la vie, j'ai joué le patron de la police municipale de Marseille, l'ignoble brigadier chef Machet, et j'ai fini en tôle, au Baumette. Je pensais que peut-être je m'évaderais, mais la série s'arrête avant que je puisse réapparaître. Donc,
exit de ma vie, le brigadier chef Machet, je pense, pour lequel j'ai eu la chance de tourner 30 épisodes. Et à côté de ça, j'ai la chance d'être au théâtre en ce moment sur une pièce magnifique, écrite et mise en scène par Yvan Calberac, Glenn, naissance d'un prodige, consacrée à Glenn Gould, l'un des plus grands pianistes classiques du XXe siècle. C'est une pièce qui touche beaucoup les gens. On l'a créée à Avignon. Un succès foudroyant. On a été plein dès le 3e ou 4e jour. Et Paris, c'est pareil. En fait, on a commencé le 7 septembre et on est plein tous les soirs. C'est une grande joie. On joue au théâtre du Petit Montparnasse, chez Bertrand Tamin. Je joue avec des gens extraordinaires puisque j'ai Josiane Stoléru, Bernard Malaca, Thomas Gendronneau qui joue Glenn, qui fait un travail de composition fou. Lison Pennec qui joue la cousine de Glenn, l'amoureuse transie, bouleversante. Et puis Benoît Tachoir qui, comme moi, interprète plusieurs personnages, haut en couleur. On est parti pour jouer jusqu'au 8 janvier, encore 2 mois. Et ensuite, on va s'arrêter 15 jours et on reprend dans un autre théâtre parisien à partir du 25 janvier. Eh bien, une actualité très, très riche. Le carnet de bal est bien rempli. Stéphane Roux, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. On apprend plein de choses sur le doublage, de voir avec quel plaisir vous parlez des rôles que vous avez pu tenir, des voix que vous avez interprétées. Merci beaucoup à vous, merci, bravo pour votre émission. Radio Flamme